Bienvenue. Bienvenue pour cette première table ronde sur la question comment on fabrique un liquide en 2024. On sait que beaucoup des acteurs du marché souhaitent aussi se lancer. Des gens qui ont des boutiques qui rêvent de lancer leurs propres produits. Aujourd'hui, Vapexpo a réuni 3 personnes sur scène. Nous avons Samuel Pesanti de VNS, qui est un acteur plutôt de taille modeste, qui crée lui-même ses propres produits, qui serait plutôt sur un domaine artisanal. Nous avons Mathieu Tchernikov de Curieux, que vous connaissez sans doute, qui évidemment fabrique des produits et qui est en pleine croissance depuis quelques années. Et puis Charlie Perrault de Vincent dans les Vapes, VDLV, donc un industriel déjà bien établi sur le marché. Alors on a 3 profils différents pour avoir une vision très complète du marché, de ce qu'il y a de plus artisanal à ce qu'il y a de plus industriel. On va essayer de faire le tour du sujet pour que vous en ressortiez le plus enrichi possible. En gros, comment on fait pour fabriquer un produit, c'est quoi les contraintes, quelle est la vision du marché, c'est quoi la difficulté, les conseils que vous pouvez avoir, c'est ce qu'on va partager maintenant. En premier lieu, je vais demander à nos 3 invités de se présenter. On peut commencer par toi, Charlie. Donc, bonjour à tous. Donc, VDLV est une société qui a été créée en 2012 sur la naissance de la cigarette électronique arrivée en France. Vincent Cuissé, le fondateur, métrologue de formation et instrumentiste, se passionne par le vapotage parce que depuis 2010, il arrête de fumer avec la vape. Et comme il travaille dans des laboratoires, il cherche très rapidement à voir comment c'est conçu un liquide et décide d'aller avec cette approche. À l'époque, Alpha Liquide était déjà lancé, décide de se lancer avec une approche sur les arômes alimentaires. Donc à ce moment-là, on commence à produire des liquides, c'est l'envolée de la cigarette électronique en France, et on essaye de suivre ce marché avec, l'ambition d'essayer de dire oui à beaucoup de personnes, sachant qu'il fallait aussi à ce moment-là dire non, puisqu'il y avait beaucoup plus de boutiques que de capacité de production. Ils sont arrivés après tout un tas d'autres acteurs qui sont là aujourd'hui et qui font de Vapexpo une belle fête. Donc voilà, notre histoire, c'est ça, c'est d'avoir surfé sur une vague. Et je crois que beaucoup d'acteurs du vapotage aujourd'hui sont finalement des gens qui ont appris à surfer, ne sachant pas surfer, mais ont appris à surfer et ont essayé de tenir cette vague le plus longtemps possible. Je crois que VDLV fait partie de ces acteurs qui a su surfer sur une vague, essayer de se renouveler, de se régénérer et mettre de l'innovation au service, 1, du consommateur, 2, du distributeur qui est là pour proposer les produits, et puis quelque part aussi un peu des institutions, c'est-à-dire faire comprendre à un État qui reçoit une innovation qu'elle peut être prise en considération par des professionnels avec du sérieux, de l'ambition, un peu de folie aussi, de manière à constituer une filière sage, pérenne. Et ce qui fait de la France un des plus beaux pays de vapotage en France. Et encore une fois, je vois que ce Vapexpo en est la parfaite... je dirais on est tous des fleurs, mais le vase et le bouquet, c'est Vapexpo, on le voit aujourd'hui. Voilà. Merci Charlie. Un petit mot pour le public. On a un dessinateur qui est là et qui au fur et à mesure va dessiner ce qui est dit. Ne soyez pas étonnés si vous voyez des choses apparaître, c'est naturel. C'est aussi fait pour rendre la table ronde plus visuelle et pour vous aider à rentrer davantage dans le sujet. Un petit mot maintenant, peut-être Mathieu Tchernikov, est-ce que tu peux te présenter au public ? Oui, bonjour. Comme Charlie disait, on vient tous forcément d'univers qui n'ont rien à voir, puisque le monde de l'e-cigarette est né en 2012, véritablement en 2012. Et donc ma femme et moi, on venait du cinéma. On n'avait absolument rien à voir avec l'univers ni du commerce, ni de la technique, ni de la chimie. Et on est rentré par le biais tout simplement de moi qui ai arrêté de fumer avec cet outil. On est rentré par le biais des boutiques. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des liquides pour nos boutiques, juste pour notre petit microcosme interne. Et voilà, de fil en aiguille, ça a plu aux clients, donc d'autres boutiques nous ont demandé d'en faire pour eux. Et voilà, on a fait un premier Vapexpo il y a 6 ou 7 ans, je ne sais plus, où on a eu un prix. Et voilà, la marque a décollé. Mais ce n'était pas du tout notre univers, donc on a appris sur le tas, évidemment. Bien que j'ai une formation assez technique, ça n'avait rien à voir avec ce milieu, ni dans le côté commercial, ni dans le côté marketing. Mais ça m'a aussi permis d'arriver avec une autre approche, plus visuelle, plus
plus artistique, même dans la fabrication du liquide lui-même. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Non, non, c'est très intéressant. Et du coup, peut-être Samuel Pezzenti, du coup, VNS, acteur de taille plus réduite. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors moi j'ai commencé pareil, j'ai arrêté la cigarette, j'ai trouvé ça génial moi j'ai commencé par me renseigner sur, j'étais sur le grand le grand forum et c'est là-dessus que j'ai découvert une communauté de passionnés qui échangeaient tout vraiment, vraiment voilà comme ça. J'ai créé un groupe Facebook derrière parce que j'ai trouvé un peu le format des forums un peu compliqué et moi qui est fan de cuisine, j'ai décidé tout de suite de me mettre à faire mes propres liquides et à les partager à ma communauté. La communauté a grossi et ensuite j'ai décidé de monter ma société. Voilà, j'ai eu de plus en plus de demandes, des boutiques qui se sont intéressées à mon travail et je me suis développé comme ça, mais toujours tout seul. En partageant, enfin tout seul, avec le biais de ma communauté derrière, pour le partage et voilà, pour le plaisir de... Alors Samuel, je te propose peut-être pour le public qu'on revienne justement sur cette première étape, c'est quand on crée un juice, quand on crée un jus, en fait comment on fait? De manière très, très concrète, très terre à terre, comment ça se passe? Peut-être Samuel, tu peux nous raconter, il se passe quoi? Tu te mets dans ta cuisine, tu mélanges des produits, est-ce qu'il faut un labo qui soit complètement stérilisé? Comment ça se passe la création d'un produit? Il y a des goûts que tu aimes bien et tu essaies de retrouver des Alors saveurs. voilà, c'est déjà de sélectionner des bons arômes, déjà de savoir ce qu'on aime, et essayer de le reproduire et de le retranscrire avec des arômes qu'on aime, enfin, pour moi, pour ma part, le plus naturellement possible. Essayer de reproduire une tarte à la fraise avec une bonne pâte, une bonne fraise, une bonne crème, et de voir, moi de mon côté, ce qui se faisait un petit peu dans le monde, aux États-Unis, au Japon, ce que les aromaticiens avaient à proposer, d'assembler tout ça, alors dans ma cuisine non, mais dans mon bureau en tout cas, avec les arômes. Une fois que la recette est établie, je me suis rapproché d'un labo. Moi je suis de Lille, je connaissais des amis qui se sont développés et lancé leur labo. Et il fallait remettre tout ça au propre, au clean. Bien sûr, dans un laboratoire, je n'allais pas commercialiser quelque chose que je faisais dans ma cuisine, forcément. Et ensuite, c'est comme ça que l'aventure a commencé. J'ai un ami aussi qui est graphiste. On a commencé tout ça ensemble. J'ai monté mon petit site internet tout seul au début. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Mais ça veut dire comment tu crées ton premier jus? Si moi j'ai un magasin et que je veux faire ça, tu achètes une gamme de saveurs et là tu fais tes mélanges chez toi? Tu peux faire VapChef sans Norbert chez toi. Hein. C'est ça. C'est vrai que il faut avoir le plaisir aussi, moi de mon côté, d'assembler. On peut acheter, oui, il y a plein de fabricants d'arômes maintenant. On peut s'essayer, même en France déjà. Hein, je pense qu'il y a des gros fabricants d'arômes qui ont pignon sur rue et avec des choses très propres. Toujours pour la vape aussi, il faut des arômes pour la vape, je le précise, parce qu'on ne va pas prendre des arômes alimentaires de partout. Il y a des arômes qui ne sont pas forcément bonnes à être utilisés, à être vaporisés. La fraise, la pectine, tout ça, je sais qu'il y a des trucs qui ne sont pas top pour la vape, donc il faut vraiment se baser sur des arômes pour la vape. Oui, bien sûr, on peut commencer à faire des petites choses, à se renseigner sur les dosages, à tester, toujours tester, refaire, jeter beaucoup. Acheter, rejeter, jeter, et pour arriver à quelque chose vraiment si on est très difficile, on peut arriver à quelque chose avec le temps de concret et de vraiment très bon. Et après, il faut le faire partager, il faut le faire goûter à droite, à gauche. Est-ce que ça vous plaît? Surtout quand on a une boutique à ses employés, à ses amis, à sa famille, enfin ceux qui vapent en tout cas, déjà. Et puis voilà. Si je comprends bien, toi, c'est beaucoup au coup de cœur, c'est au moment où ça va te plaire, tu sens que tu as touché ce que tu recherchais. Charlie, chez VDLV, c'est plus industriel, donc les enjeux ne sont pas les mêmes. J'imagine que ce n'est pas une personne qui décide. Comment ça se passe chez vous, la création d'un juice? Alors, même s'il faut garder cet esprit de créativité et d'innovation, il y a aussi l'objet que lorsqu'on crée un liquide, il y a deux niveaux de responsabilité majeurs. Le premier, c'est celui qui va le vapoter. Et le deuxième, c'est aussi celui qui va le vendre.
nous sommes des pros de la vente, c'est vrai que c'est une industrie, mais quand on pense à un produit, on veut sécuriser la consommation du vapoteur parce que derrière, il y a un distributeur, un acteur du commerce, des gens qui sont peut-être présents ici, qui ont une responsabilité face à des clients qu'ils ont clairement en face d'eux. Donc il faut que le produit puisse être vendu de manière réassurante, sur la durée, parce qu'il y a des vapoteurs qui ont besoin de hold-day, il y a des vapoteurs qui vont changer sans arrêt, mais il y en a qui ont besoin de références qui va les rassurer sur leur sevrage. Et donc la responsabilité, c'est de faire un produit qui va se vendre. Parce que sinon, c'est des stocks qui se perdent, c'est du gaspillage, c'est de la perte de confiance. Donc il faut aussi produire des arômes et des compositions qui sont faites pas que pour gagner des awards. C'est bien de gagner des awards et je félicite toujours ceux qui innovent avec ça, mais il faut aussi faire des produits qui sont capables d'être des références sur la longueur et qui encouragent et facilitent un bon sevrage. Donc il faut aussi parfois se freiner sur ce chapitre-là. Et là où VDLV a toujours eu cet engagement depuis le départ, c'est comme vient d'expliquer Samuel, c'est qu'on sélectionne les arômes pour qu'ils soient déjà clairement vaporisables. Première règle, sinon ça part de travers. Ensuite, il faut qu'ils puissent être assemblés et dosables et ajustables ensemble. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Et surtout à la fin, et ça c'est l'étape ultime, il faut que ça puisse être inhalable. Parce que grosso modo, la responsabilité d'un fabricant, elle est majeure. On mélange des molécules aromatiques, on fait joujou, c'est sympa. Prochaine destination, les poumons, direct. C'est-à-dire qu'on est très proche du milieu de la santé d'une certaine manière. La responsabilité est très forte et on ne possède pas dans l'estomac, dans les poumons, les systèmes de détoxification naturelle de l'estomac. L'estomac est fait pour manger une pomme qu'il trouve par terre. On est des anciens singes qui faisaient ça autrefois. Mais on doit respirer de l'air pur à 1,50 m de hauteur. Donc le niveau de responsabilité nous paraît effectivement très important. Et la sélection des arômes, c'est pas se dire c'est hyper bon, c'est se dire de manière responsable, je peux conduire à un sevrage parce que aussi j'engage des distributeurs qui vont vendre ces produits à des gens qu'ils ont en face d'eux. Donc concevoir un e-liquide, c'est aussi une énorme responsabilité qui est extrêmement surveillée par les institutions. Et ce qui fait que la vape en France fonctionne bien dans les pays ou à l'Europe où c'est la grosse galère en ce moment, c'est qu'il y a quand même un savoureux mélange d'innovation, d'ambition, de curiosité et une forme de sagesse et de responsabilité. Je crois que VDLV s'inscrit forcément un peu plus dans la seconde, même si on a besoin de se faire bousculer par les superbes idées qui peuvent sortir de partout. Curieux, peut-être vous auriez un message à partager. Comment vous positionnez, comment vous créez ces nouveaux jus? Vous êtes entre l'artisanal et entre l'industriel, vous avez connu un certain succès. Il y a effectivement un peu des deux. Aujourd'hui, c'était pas le cas dans le passé. On va quand même partir du vapoteur, c'est-à-dire qu'il y a autant de vapoteurs, de types de vapoteurs que de types d'êtres humains. C'est-à-dire qu'on a aux deux bouts de la chaîne le geek qui va vaper au-dessus de 100 watts avec des liquides très aromatiques, très sucrés. Et de l'autre côté, la femme ou l'homme de 50 ans à qui son médecin a dit il faut arrêter de fumer. Et donc il va chercher un liquide très simple, qu'il soit fruité ou au tabac, au classique. Mais il va chercher juste le bon taux de nicotine, le truc le plus sain, qui va lui permettre de décrocher le plus facilement possible. Donc on ne s'inscrit pas pareil. Quand on conçoit une gamme, en fait, on a des éditions qui sont très différentes. On n'a pas exactement le même fonctionnement que VDLV. On va inscrire certains liquides dans des éditions qui sont faits pour des primo-vapoteurs, donc avec des liquides beaucoup plus simples, plus mono-arôme, sur des compositions aussi que nous on juge plus saines, moins irritantes, par exemple en utilisant du végétal ou en utilisant de la... encore une fois, pareil que de la même manière que pour les arômes, la base, il y a des qualités de base et des qualités de nicotine qui sont différentes. Donc on essaye déjà de sélectionner les produits les plus sains au départ et les plus référencés et de s'appuyer là-dessus. Et donc on choisit quand même, quand on fait un liquide, à quel public on va s'adresser. On va pas nécessairement faire toujours la même chose. Donc on a chez nous des liquides qui sont très peu dosés en arôme, sur des bases voilà, le plus sain possible. Et on a aussi des liquides qui s'adressent à un autre public. Donc on va chercher même dans le graphisme et dans le marketing à s'adresser à un autre type de public. Et donc on a développé pas très loin de 10 éditions. Et ça nous permet aussi, quand on a une création qui nous plaît,
de la positionner dans l'édition qui est la plus... on a une édition qui s'appelle Natural, où on a justement des liquides un peu primo. Il y a des jus dont on est très très content dans cette édition. Voilà, donc cette année, on en a sorti 4 par exemple, mais on est dans des compositions assez simples, assez basiques. Et puis on va, pour un Vape Expo, lancer 3 liquides beaucoup plus flamboyants, avec un design un peu steampunk, voilà, des choses qui nous amusent. Et ça nous permet aussi à nous de nous renouveler dans la partie graphique, dans la partie création de liquide, et de pas s'ennuyer, c'est-à-dire d'aller chercher des nouvelles... Enfin, parce que c'est ça qui nous amuse, de faire de la nouveauté et de ne pas toujours s'endormir à faire la même chose. Justement, il y a cette question capitale de la nouveauté et de l'innovation. Quand moi je viens à Vape Expo, là, je vois il y a 200 exposants, c'est énorme. J'ai l'impression que toutes les saveurs existent déjà. Je me mets à la place d'un client, j'arrive en boutique, tout existe à peu de choses près. Il y a déjà je sais pas quoi, la tarte tatin, la charlotte à la fraise et à peu près toutes les saveurs. Comment on fait pour créer quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est faisable en fait? Est-ce que ça n'existe pas déjà? Si moi demain je veux créer un produit, comment je fais pour me positionner, pour me distinguer, alors qu'il y a déjà autant de produits qui existent sur le marché? Peut-être c'est une question, je pense, qui vous concerne tous. C'est est-ce que c'est pas même décourageant en se disant mais en fait je vais faire quelque chose, mais ça existe? Non, il faut pas se décourager du tout. Un bon exemple, c'est le Vape Chef d'hier. C'est-à-dire qu'on a goûté un gâteau qui était magnifique. On a essayé de le reproduire. Moi, je savais en goûtant le gâteau que de toute manière, j'allais faire une bouillie qui serait invapable à l'arrivée. C'est pas un produit, c'est un produit peut-être que 2-3 personnes vont aimer, mais c'est pas un produit qui va se vendre. C'est impossible en fait en 30 minutes de faire un produit qui va avoir du sens. Alors c'est du bol, ça peut arriver. Oui, peut-être sur un malentendu, effectivement. Mais pour ceux qui étaient absents hier, il y avait avec un chef pâtissier, on a goûté un gâteau et il fallait reproduire ça sous forme de jus. Et donc il y aura un prix qui sera donné ce soir pour ce concours. En 30 minutes. En 30 minutes. C'est assez chaud comme exercice. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'innovation possible. En fait, on commence à avoir tracé un peu toutes les lignes dans la direction des liquides, mais il y a toujours des petites innovations qui... Voilà, on arrive toujours à faire des choses qui sont un peu novatrices. Samuel, peut-être? Ouais, moi par exemple, c'est vrai que je me base par rapport à ce que j'ai aimé quand j'ai commencé à vaper. J'aime bien revenir sur à mes premiers amours en fait. J'avais beaucoup de références de liquides américains qui étaient qui étaient plein de peps, plein de choses naturelles, tout ça. Des fois, ça peut m'arriver comme là, je travaille sur une custard vanille à la pécan. Ça fait 1 an que je suis dessus, donc et j'ai ma communauté derrière, toujours sur mon groupe VNS Family, à qui je fais tester. Depuis 1 an, j'envoie des testeurs à droite à gauche. Ils sont très difficiles à convaincre. Et c'est ça, tant que j'ai pas quand j'ai pas 50 oui clairs, ça bouge pas et c'est pas commercialisé. Donc ouais, en 30 minutes. Oui, bah ça c'est un jeu qu'on ne connaît pas. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour sortir quelque chose de vraiment précis et qui va plaire à un maximum de personnes, quoi. Mais du coup, peut-être la vision du marché. Vas-y, Charlie, je t'en prie. Si je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure Mathieu, c'est aussi que finalement, on est devenu une communauté. Tu utilises le mot. Il y a aujourd'hui 3-4 millions de vapoteurs. Donc il y a 2 millions de vapoteurs qui sont installés dans leur vape. C'est assez clair. Ils peuvent se promener ou rester sur leur saveur ou se promener sur la plurisaveur, etc. Et puis il y a aussi les vapofumeurs qui, eux, vont se dire je vais au premier endroit, je prends la première menthe qui passe et puis il faudra que ça passe, et puis si c'est pas bonne, je prendrai la suivante, etc. Et puis, en fait, on se rend compte qu'à force d'être perfectionniste sur ce travail, eh bien, ça crée aussi quelque chose qui est déstabilisant pour les fumeurs et les institutions qui regardent ce marché qui est vraiment sous cloche de surveillance en ce moment. Et je crois qu'il faut vraiment aussi, comme l'a rappelé Mathieu tout à l'heure, que finalement, le vapoteur, on s'intéresse à lui. Et plus encore, et c'est peut-être pour moi les enjeux de 2024-2026, c'est est-ce qu'on a la capacité de retourner chercher ces fumeurs qui ont des amis qui vapotent, donc ils se disent pourquoi pas, etc., mais qui ont besoin soit d'éléments de réassurance, soit d'éléments de confiance, ou tout simplement des éléments de simplicité peut-être aussi. Et je crois que ça va être dur pour nous, habitués à cet exercice permanent de la recette, parfois plurielle, de se dire, et si je réussissais un bon tabac? Les aromaticiens, on n'en a pas beaucoup parlé, ils sont très discrets, trop discrets parfois, parce que ce sont nos fournisseurs et nous, fabricants liquides, on ne s'étend pas sur nos fournisseurs, un peu comme des secrets de fabrication, même si on les connaît un peu tous.
mais je crois que l'implication des fabricants d'arômes est essentielle parce qu'ils ont sécurisé leurs approches. Ils savent qu'il y a des exigences en France pour... D'abord, il y a des normes, il y a des contrôles, il y a des choses qu'il faut quand même mettre en avant, essayer de respecter. Et donc, nous, ce qu'on appelle l'exigence vapologique chez VDLV, mais qui est aujourd'hui un terme, je pense, un peu reconnu, c'est-à-dire vérifier tout ça, je crois qu'il faut être capable aussi de se reposer la question sur « et si je réussissais un bon tabac ? Si je réussissais une menthe pas trop glaciale, pas trop forte, mais juste avec de la simplicité et effectivement des bonnes matières premières, des bonnes bases. Alors, nous, on met en avant une nicotine française, qui est la nicotine que l'on fabrique. C'est même extrêmement compliqué. On peut à peine parler de ça à un néovapoteur. Par contre, si on lui propose un tabac simple, efficace, qui marche bien, après, je pourrais parler de cette différenciation sur la nicotine ou sur la signature d'un tel ou un tel. Mais il faut ramener nos cibles sur ce qui me semble être capital dans les prochaines années pour sécuriser la filière économique du vapotage, c'est aller chercher les fumeurs avec un peu de confiance, avoir des produits pour faire plaisir, pour exciter ce monde de la vape, et ne pas oublier qu'il faut être capable de sortir des choses séduisantes, rassurantes, simples, donc purifier un peu notre travail tout en gardant le charme, l'élégance et la volatilité. Ça, c'est carrément schizophrénique pour une société qui a déjà 5, 6, 10 ans d'expérience. C'est de revenir au dénominateur commun qui est, au fait, sont où les fumeurs ? Sont où les fumeurs ? Je pense que d'autant plus qu'il y a toute la question de la commercialisation d'un produit. Une fois qu'on a créé un super juice, c'est bien, mais encore faut-il le faire savoir et savoir le vendre. C'est toute la question de la communication et du marketing. Samuel, tout à l'heure, tu évoquais la question du marketing. Alors, on sait qu'il y a un vrai sujet quand même dans l'industrie autour de la tentation que ça puisse offrir aux adolescents, notamment avec des goûts très tournés bonbons, très tournés sucrés, avec des designs très ronds, très colorés. Comment on se positionne vis-à-vis de ça pour être à la fois responsable et être durable dans l'industrie ? Comment faire pour pas qu'on se fasse taper sur les doigts dans 10 ans, ou dans même 2 ans plutôt, et que globalement tout soit interdit ? Alors pour moi, la vape comme moi je la vois, c'est un produit affirmé, un peu un produit comme on pourrait vendre un spiritueux. C'est de mon côté. Je sais que c'est pas les primo-vapoteurs qui viennent me voir en premier, c'est ceux qui en veulent un peu plus, toujours plus, qui ont un peu de bouteille dans la vape et qui veulent pas décrocher, qui veulent des choses toujours plus complexes. Là-dessus, voilà, c'est vrai que j'ai notamment ma Custard qui a 18 arômes à peu près d'assemblée, donc c'est vraiment toujours... voilà, pour moi, il faut que ça soit, même au niveau du design, c'est quelque chose de mature. Il faut que ça soit pour moi un produit mature, un produit adulte. Alors, bien sûr, les adultes, on a tous grandi avec des mangas, tout ça, mais c'est vrai que ça me dérange un petit peu tout le côté enfantin et bonbon. En tout cas, j'ai l'impression de... Si je faisais ça, j'aurais l'impression d'attirer des enfants ou d'une partie. Peut-être que, voilà, après, c'est du marketing. Moi, c'est vrai que, bon, voilà, c'est mon point de vue à moi, perso, en tant que... Je me situe plus comme une sorte de caviste de la vape, quoi. Comme une bonne bouteille de whisky, de vieux rhum ou tout ça, qu'autre chose. Et Mathieu, comment vous voyez ça chez Curieux, votre positionnement vis-à-vis de cette question marketing, de toutes les tendances qu'on voit, très rondes, très fruitées, très bonbons ? Nous, on s'interdit rien. En fait, on essaye quand même de faire des produits pour adultes. On a quand même plutôt un univers d'adultes, mais on aime se renouveler. Donc, on a, par exemple, notre dernière édition, on a fait appel à un ami à moi qui est illustrateur et qui fait des dessins animés pour faire. C'est celui qui avait fait la licorne, le phénix, en fait, toute l'édition Astral. On a fait de nouveaux appels à lui et on est parti sur un univers qui est un univers un peu steampunk avec des pilotes féminines qui nous emmènent vers des planètes qui représentent des fruits. Et donc c'est un univers qui pourrait rappeler un univers de manga pour enfants, mais qui en fait est un univers très adulte. Donc je pourrais comprendre des gens qui critiqueraient ce type d'utilisation de produits, mais nous on s'adresse aux adultes. Et ce qui est important, c'est quand même ce qu'il y a dedans, comment on le fait. Mais c'est vrai que nous, on se limite pas. On part pas en se disant ça fait trop, c'est trop adolescent. On part sur un univers créatif et on y va à fond. Mais globalement, c'est on s'adresse évidemment à des adultes. Quand je vois là sur un salon comme Vapexpo tout le génie créatif qui est diffusé, comme chaque stand arrive à créer une identité particulière, je me dis évidemment,
En fait, quand on crée un produit, il y a presque plus de travail du côté du marketing et de la communication que de la production du produit lui-même. C'est-à-dire une fois qu'on l'a produit, tout l'art, c'est de créer une identité autour de ce produit, de créer une envie. Comment vous équilibrez un peu les choses si quelqu'un voulait se lancer? Est-ce qu'en fait, il faudrait qu'il mette 90% de son énergie surtout à créer un univers, entendu qu'il y a un bon produit derrière, évidemment? Comment ça s'équilibre, Ouais, Charlie? alors déjà, c'est sûr que si quelqu'un veut créer un liquide aujourd'hui, venir ici, c'est essentiel. D'abord parce qu'il peut soit trouver une place parce qu'il n'y a rien, soit il trouve que quelque chose n'est pas réussi, il va vouloir le réussir autrement. Après, c'est forcément sport parce que c'est un côté, ouais, il y en a qui sont partis il y a longtemps, est-ce que je peux arriver à me faire une place? Oui, il y a toujours une place pour des gens qui arrivent de nulle part et qui peuvent surprendre tout le monde avec des choses simples ou avec des choses complexes. Mais on le voit, il y a vraiment à la fois la partie graphique, parce qu'on sait qu'on essaye aussi, enfin on n'attire pas les gens sans message, donc il faut que ça apparaisse clairement. Un bon marketing, ça paye, ça fonctionne, les gens sont très très forts là-dessus. Je pense qu'il y a assez d'éléments techniques qui peuvent permettre de sécuriser le vapotage, on en a parlé, même s'il faut pour moi les renforcer quand même, parce que je disais tout à l'heure, on est regardé de près, mais quelqu'un qui va venir passer une journée ici, il va trouver une place. Mais c'est vrai que on a un peu fait le tour de tous les arômes. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas une qui va sortir du lot. Mais après, il y a aussi des acteurs de la distribution. Ils doivent acheter des stocks, les stocker, les revendre, parfois ne pas les vendre. Il y a des LUO, des dates de durabilité qui entrent en jeu. Donc il y a aussi une économie. Je crois que c'est un petit peu compliqué, mais c'est difficile d'imaginer quelqu'un qui part comme ça en se disant ça va être génial, ça va partir en tous les sens. Parce qu'il y a des contraintes, les marges ne sont plus les mêmes qu'avant, tout s'est un peu resserré. Il faut vachement d'argent aujourd'hui pour présenter des choses de manière ostentatoire. Donc j'avoue, c'est compliqué. Enfin, on me dirait aujourd'hui, Charlie, ça te dirait d'aller créer un liquide? Franchement, je ne saurais pas comment faire. Peut-être passer beaucoup de temps dans les boutiques pour écouter ce que les boutiques diraient, hein, s'ils disaient il nous manque ça, ou il nous manque ça, il nous manque ça. Et si ça se répète 5, 6, 10 fois, 15 fois sur 30 boutiques, ça veut peut-être dire qu'il y a un besoin et là, ça vaut peut-être y aller. Mais on n'a pas parlé des formats. Faire un liquide en 2024, le DAI, aujourd'hui, chez les millions de vapoteurs, il représente la moitié des volumes consommés. C'est-à-dire qu'en France, vous avez à peu près, le chiffre, c'est à peu près ça, c'est 4000 tonnes de e-liquide qui sont consommés par les vapoteurs français. Donc, on va dire qu'il y a de la place. Mais les bouteilles, aujourd'hui, sont devenues un nouvel enjeu de la distribution des liquides. Le do-it-yourself, c'est une pratique de vapoteur. Le 10 ml, c'est une pratique de néophyte. La puff, c'était, je dis c'était parce qu'on sait que ça va changer, mais maintenant avec les pods rechargeables, etc., c'est probablement un nouvel avenir. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le 2 ml, le 2-3 ml du pod, la 10 ml pour les produits nicotinés jusqu'à 20 mg, le DAI avec les boosters. En fait, il y a aussi une autre dimension qui est celle du format. Et je crois que regarder quels peuvent être aussi les autres formats, forcément, c'est aussi une stratégie qui peut permettre de se positionner. Quelqu'un qui... Enfin, moi, je m'en rappelle, bon, on a racheté la société 814. Ce qui m'avait plu dans l'histoire de 814, c'est que tout le monde faisait du 6, du 12 et ça. Et 814, c'était parce que c'était du 8 et du 14. Ça venait se positionner entre le 6 et le 12. Et puis pour certains, et le 9 commence à faire sa présence aujourd'hui dans le taux de nicotine, c'est-à-dire qu'il y a des places ailleurs que dans les arômes aussi, dans la stratégie de positionnement des liquides. Et les liquides en 2024, c'est aussi regarder le format, regarder le prix. Il y a des liquides chers, des liquides pas chers, il y a des liquides qui vont avoir une stratégie économique, d'autres une stratégie de renforcement, etc. Et la place, elle est peut-être plus, l'innovation, elle sera peut-être plus technique, stratégique, que uniquement basée sur les arômes. Parce qu'effectivement, je crois qu'on a un peu fait le tour de ce qui était vapotable, même s'il y aura toujours un nouveau mélange qui peut arriver. Et tu dis qu'on a fait le tour, question que je pose à vous trois évidemment. Du coup là, ça serait quoi pour vous là, dans quoi la tendance est-elle posée aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un type d'arôme qui vraiment prend le dessus, typiquement les fruités ou les sucrés? La mode, la saisonnabilité des arômes, tout ça. Ouais. Peut-être Mathieu, comment tu vois les choses? Oui, certainement il y a une mode, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans la mode. C'est-à-dire qu'on est assez, enfin nous on est plutôt assez peu à l'écoute des tendances. On écoute effectivement de nos clients, parce qu'on a quand même
pas mal de boutiques et on est en communication constante avec eux. Donc on écoute leurs demandes, mais on se laisse surtout aller à nos idées en fait. Parfois on part d'une idée graphique, parfois on part d'un liquide qu'on a essayé, ou d'un nouvel arôme qu'on a reçu qui nous inspire. Donc on essaye de pas être trop à l'écoute en fait de la mode, parce que c'est plus intéressant de faire un truc qui n'est pas à la mode. Donc, mais évidemment les fruités, si on parle des grandes lignes, oui bien sûr les fruités aujourd'hui sont probablement une des plus grosses ventes, mais il y a des amateurs de gourmands, donc on ne veut pas rester en arrière là-dessus, donc on continue à faire des gourmands. Il y a encore des gens qui cherchent des nouveaux tabacs, donc on fait de la recherche là-dessus aussi. En fait, on part dans toutes les directions, et c'est pas plus mal. Je comprends en gros qu'il y a un marché qui est bien présent, il faut faire beaucoup de marketing, beaucoup de communication, il faut travailler sur des arômes simples. Quand on étudie un marché, on se pose aussi toujours la question des risques et des difficultés. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de concurrents, il suffit d'ouvrir les yeux. Au-delà de ça, c'est quoi les difficultés quand on veut créer? Est-ce qu'il y a des difficultés réglementaires qui sont lourdes aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot à ce propos, Charlie peut-être, ou Mathieu, ou Stéphane? Déjà, c'est vrai que créer un liquide, ça engage des responsabilités, on le disait tout à l'heure. N'importe quelle composition aromatique déjà doit être déclarée au centre antipoison européen. C'est-à-dire que grosso modo, je mets un produit sur le marché, est-ce que l'Europe, entre guillemets, enfin, les institutions sont au courant qu'un mélange qui est un produit commercial est sur le marché? S'il est nicotiné en France, il doit être notifié avec une notification qui demande 6 mois de délai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fourni la composition d'une recette avec le rapport d'émissions et tout ça, les émissions, on produit les émissions, on capture ces émissions, ça fait un certificat d'analyse, et ce certificat d'analyse est déposé auprès de l'ANSES en France, qui est la passerelle de réception de ces rapports. Donc quand vous avez fait ces 2D, et ça c'est que pour les produits nicotinés. L'avantage c'est que quand vous sortez un produit non nicotiné, par exemple un prêt à booster, un liquide sans nicotine, vous pouvez le sortir directement. Il n'y a pas besoin de ces 6 mois de délai. Liquide nicotiné, ça impose ça. Donc en termes d'organisation, beaucoup de gens vont innover dans ce marché-là en sortant un arôme, une nouvelle possibilité. Et s'il plaît, ce qui est génial, c'est qu'on se dit, bon ben ok, on fait la notif, et puis on le sort en nicotiné si ça marche, et si ça marche pas, on le sort pas. Mais réglementairement parlant, il y a des obligations, c'est de respecter aussi la CLP, c'est-à-dire toutes les consignes qui sont obligatoires sur un flacon et qui doivent apparaître. Si vous avez une molécule qui est identifiée avec un pictogramme qui est obligatoire en fonction de telle composition, telle concentration, ça doit apparaître. Et parfois, des super liquides composés avec des super arômes qui sont pourtant pas dangereux à l'exposition chronique telle qu'on le fait dans le vapotage nécessitent de mettre un picto qui va dire l'inverse de ce qu'on veut pourtant dire dans la vape. En gros, c'est bien pour ta santé, mais il y a un picto à la con qu'il faut qu'on mette dessus parce que la loi européenne nous l'impose. Donc tout ça, c'est assez complexe. Un petit picto de poisson mort ou un truc comme ça. Un picto de poisson mort, de problématiques pulmonaires, alors que sous-dosé, voilà. C'est moins dangereux, je rappelle souvent cette phrase, c'est moins dangereux de vapoter chez soi à la campagne que de prendre un café en centre-ville, chimiquement. Donc non, sur une terrasse. Donc du coup, la partie réglementaire, de temps en temps, et c'est pourtant moi qui suis très impliqué là-dedans, j'ai envie de dire, il y a des fois, faut s'en foutre en fait. Parce que si tu te mets que les contraintes réglementaires, tu sors de l'eau et tu as tous les médecins ceux qui comprennent rien dans la santé du vapotage qui disent ah bravo, voilà, c'est ce qu'on veut. Fermez-la, soyez pur, soyez net. Mais non en fait, parce qu'il faut exciter les passions et on sait très bien que dans le vapotage, c'est pas le verbe avoir qui fonctionne, c'est le verbe être. Il faut devenir vapoteur et pour devenir vapoteur, tout est bon. Que ce soit la curiosité, le goût, la saveur et la réglementation, j'ai envie de dire des fois, pour démarrer, on s'en fout, faut y aller, bankable. Et puis il y aura toujours un contrôleur pour vous dire, là vous avez déconné, là il manque quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de la réglementation. La réglementation, elle est là pour encadrer, réassurer. Et puis en plus, les distributeurs, ils ont besoin de faire confiance à des fabricants. Si les fabricants ne respectent pas la réglementation, c'est que ce n'est pas des fabricants. Un fabricant doit respecter la réglementation, sinon c'est un peintre. Voilà. Donc moi, c'est ce que je pense. Et il y a de la place pour tous, mais il ne faut pas partir du postulat que la réglementation va nous empêcher d'innover. Ça, par contre, c'est la première erreur qu'il faut éviter. Samuel Pesanti, ouais. Oui, moi, à mon niveau, voilà, je fais confiance complètement à mon labo, voilà, c'est chacun son métier. Et mon labo m'annonce une fois qu'il a envoyé au centre antipoison tous les pictos à ajouter au liquide, à mes liquides. Donc, avec mon graphiste, on les ajoute sur l'étiquette et tout ça, et sur la fiche de sécurité. Tout est en rapport avec la fiche de sécurité qui va sortir, quoi. Donc tout est là, mais ça n'empêche pas nullement la création. Oui, ça signifie qu'en tant que créateur autonome, tu peux tout à fait gérer ça. Il faut avoir un beau labo, cette faire partie-là confiance. au labo. Oui. Ouais.
Comment vous gérez ça chez Curieux? Déjà, on part d'arômes qui sont référencés, dont on a les FDS. Donc on analyse au départ les FDS des arômes qu'on va utiliser. Et évidemment, avant de les sortir, on n'a pas de labo, contrairement à VDLV, de labo d'analyse interne. Donc on sous-traite. Et avant de sortir un liquide, on fait réanalyser le liquide dans sa totalité avec une émission, pas seulement les FDS, mais une vraie émission, analyse d'émission. Et s'il y a un truc qui ne nous plaît pas, on ne le sort pas en fait. Et on modifie, on essaie de trouver de quel arôme ça vient, et soit on le change cet arôme, soit on le modifie, soit on modifie son dosage, mais on fait en sorte de ne sortir un liquide que quand il est totalement dans les clous. Donc ça rend le processus un peu plus long, un peu plus pénible. Ça bride quand même de temps en temps parce que ça nous est quand même arrivé une ou deux fois d'avoir un retour d'analyse d'émission et qui nous plaisait pas parce qu'on était obligé de mettre effectivement un picto à la con de poisson mort ou de poumon qui éclate. C'est pas très très agréable à avoir sur un liquide. Donc ça nous est arrivé, ouais, de se brider, de brider la créativité parce que d'un point de vue réglementaire, ça passait pas ou qu'il y avait un risque potentiel. Et voilà, l'idée c'est évidemment d'être au risque le minimum. Il n'y a pas de risque zéro. Si on veut un risque zéro, on ne vapote pas, on ne fume pas, on ne vit pas dans une ville. On vit pas. On vit à la campagne. On vit pas tout court. On n'a pas précisé FDS pour fiche de données sécurité. Voilà, c'est pour ceux s'il y en a qui savent pas ce que veut dire FDS. Ah oui, c'est fiche une de données fiche de données sécurité. Voilà. Donc quoi, c'est ce qui doit être appliqué sur chaque liquide? C'est une obligation réglementaire de la composition d'un assemblage chimique. Ça nécessite une fiche de données sécurité. C'est une obligation. Mais un des éléments les plus importants, c'est au départ de partir des meilleures matières premières, c'est-à-dire d'essayer d'acheter la meilleure nicotine, le propylène le plus sain, la meilleure glycérine qu'on peut trouver sur le marché, et des arômes de préférence français référencés par des boîtes qui ont dédié déjà ces arômes à la vape, donc qui se sont auto-censurés sur toutes les molécules qui potentiellement seraient allergisantes ou dangereuses. Donc, je ne vais pas les citer, ça, on va pas forcément aller là-dessus, mais déjà quand on part d'arômes français référencés faits pour la vape, on exclut un grand nombre de potentiels dangers. J'ai vu un produit sortir en Suisse tout récemment à base de caféine. C'est vrai. Pourquoi pas ne pas vapoter de la caféine plutôt que de la nicotine? Parce que c'est absolument dangereux de vapoter de la caféine en fait. Et en Suisse, c'était possible? Je comprends pas. J'ai vu ce produit arriver sur le marché. On peut vapoter de la caféine. Non, on ne peut pas vapoter de la caféine. Ça ne se vapote pas la caféine. C'est dangereux. Et on pourrait croire que sous prétexte que vaporiser quelque chose est possible, on pourrait tout vaporiser. Là, je pense que ça peut être le début des gros ennuis s'il n'y a pas, comme le dit Mathieu, une préqualification. Et effectivement, les aromaticiens français entraînés à l'expertise de la sélectivité des arômes sont le premier garde-fou. Nous, en tant que compositeurs en quantité, on doit vérifier les choses. Et puis après, à la fin, le final avec les déclarations. Mais ça n'empêche pas aussi, ce que tu me disais tout à l'heure en préambule, c'est que toi, tu fais aussi le tour du monde pour aller chercher des arômes. Ça, c'est des pistes qui sont intéressantes. Tant et si bien qu'il arrive à qualifier après le produit, ce qui n'est pas infaisable non plus. Je trouve que c'est une très belle approche aussi, d'aller chercher ailleurs. Je ne sais pas si vous faites un peu de veille internationale. En tout cas, toi, tu disais que c'est comme ça que tu as commencé. Tu regardais ce qui se faisait aux États-Unis. La vente internationale? Non, la veille. De voir ce qui se fait comme arôme et comme... Oui. En fait, après, les fabricants d'arômes à l'international, c'est pas le petit vendeur d'arômes. Voilà, en général, ils sont très connus, que ce soit au Japon, aux États-Unis, en Italie. Et quand, à force de travailler avec eux, avec toutes les analyses qui sont faites aussi, finalement, ça en ressort aussi propre. En tout cas sur ces arômes-là, que des aromaticiens français. Voilà. C'est souvent en fait les grosses boîtes d'arômes en France ou à l'étranger, ils ont un département, c'est des énormes boîtes qui font des arômes alimentaires ou des arômes pour plein de secteurs et qui ont créé un petit département qui est dédié aux e-liquides. C'est souvent des énormes structures internationales de vendeurs d'arômes, mais ils font ça extrêmement sérieusement parce qu'ils sont habitués à le faire pour l'alimentaire, pour la cosmétique, avec à chaque fois des spécificités qui sont différentes selon le mode d'utilisation de l'arôme. C'est pas du tout pareil d'ingérer un arôme et de le mettre dans ses poumons. En fait, ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est que finalement en France, parce que c'est assez réglementé, en fait c'est même une très belle opportunité parce qu'on est sûr de créer dans quelque chose de relativement sain
et de ne pas prendre des risques un peu délirants comme des arômes à la caféine. Ouais, je crois qu'on a vraiment eu de la chance d'avoir une filière. Et quand je vais dans d'autres salons en Europe et tout ça, à chaque fois, ce qui ressort, c'est quand la question est posée, quel est le pays en ce moment le plus dynamique et en même temps le plus installé, sécurisé, mature, entre guillemets, c'est la France qui ressort. D'accord. Et moi, je trouve ça chouette. D'abord, ce qu'on n'oublie pas, et c'est ce qu'on rappelle quand on rencontre les institutions, la plupart des boîtes de vape ont été créées par des gens qui étaient tout simplement fumeurs. Et donc, du coup, ils sont pas cons, en fait. Ils arrêtent quelque chose, c'est pas pour reproduire un accident comme celle de la cigarette. Donc, cette sagesse naturelle, pensée par personne, mais hyper installée, venue de nulle part, mais complètement en place, fait qu'aujourd'hui, oui, ce qui est génial, c'est quand les grands groupes d'arômes disent « oui, on a un département vapotage » ou « non, on ne veut pas d'un département vapotage ». Il y a aussi des aromaticiens qui se comportent comme ça. Ça, c'est chouette. Et je crois qu'il faut vraiment défendre la vape française. Enfin, moi, j'essaye de défendre vraiment globalement la vape française. Il faut que les professionnels de la distribution essayent aussi de comprendre les obligations des fabricants de manière à ce que ce marché, ensemble, aille au même endroit, c'est-à-dire aller chercher les fumeurs et enclencher le sevrage. C'est l'objectif, en fait. Ça reste l'objectif. Et avec le plaisir, puisqu'il y a des artistes qui y réussissent très bien. Écoutez, merci beaucoup. On arrive au terme. Ce que je vous propose, c'est que chacun de vous pouvez peut-être... en fait, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer en quelques mots? Vous êtes chacun sur des secteurs un peu différents. Et puis ensuite, s'il y a des questions du public, évidemment, nous sommes à l'écoute. Peut-être Samuel Pesanti de VNS, tu peux commencer. S'il y a quelqu'un qui veut se lancer comme toi, tu l'as fait. Quel conseil, toi, tu aurais aimé recevoir quand tu as commencé il y a 10 ans? Moi, c'est déjà de se renseigner de commencer déjà avec des arômes français. Des arômes français prévus pour ça. Et surtout de se rapprocher, d'essayer, en tout cas, parce que c'est pas toujours évident, de se rapprocher d'un laboratoire. Qui fabrique de la vape, c'est toujours mieux. Pour pouvoir, voilà, il faut avoir les contacts, mais au moins... et voilà, essayer de prendre les contacts pour ça, de sécuriser au maximum, quoi, et de ne pas faire n'importe quoi. Donc des bons arômes français et un bon labo. Mathieu, quel conseil tu donnes à notre public s'ils veulent se lancer aussi ou, je ne sais pas, continuer leur croissance? Moi, il y a une expression que j'utilise assez souvent qui fait bondir les gens autour de moi, qui est qu'il vaut mieux avoir de la chance que du talent. Bon, évidemment, c'est du second degré, mais il faut beaucoup de chance, et il faut un petit peu de talent. En gros, il faut s'accrocher. Nous, on est arrivé très tard en fait sur ce segment de marché, en venant pas du tout de ce secteur. Et on a eu beaucoup de chance. On a fait quelques bonnes rencontres, un prix au Vape Expo qui nous a un peu lancé. Je pense qu'il faut pas avoir peur en fait. S'il faut essayer, il faut se lancer. Je sais pas très bien quel autre conseil donner. Mais c'est un conseil fondamental de l'innovation et de l'entrepreneuriat, c'est ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, voilà. C'est à peu près le conseil que je peux donner. Charlie, c'est à toi que va revenir le conseil de la fin. Non, mais tout a été dit. Ouais. Après, si quelqu'un veut se lancer dans la vape, s'il est jeune ou pas jeune d'ailleurs, passer par une entreprise du vapotage, ça peut être aussi une bonne façon de démarrer. On pourrait maintenant prétendre et oser parler d'apprentissage dans la vape. Je discutais avec un professionnel hier qui me disait qu'il voulait construire des éléments de formation. Il y a des acteurs de la formation ici. Il y a des gens qui mettent en avant des éléments qui sont... On peut consolider la connaissance, consolider le savoir. Je pense que c'est vraiment possible aujourd'hui de progresser très vite dans le monde de la vape. Mais pour moi, il faut passer par de la formation, qu'elle soit en intégrant une société. Bienvenue dans les sociétés qui recrutent. On est des sociétés qui recrutons. On recrute. On recrute. Venez bosser chez nous avis si à la vous avez population, démarré. on recrute. Apprenez. Si vous venez pour voler des recettes, ça se verra. Donc, c'est pas l'objectif, c'est de faire mieux. Mais venez apprendre les bases. Enfin, moi, je fais du théâtre, j'aime le théâtre. On peut pas faire du stand-up si on n'a pas fait de théâtre. Parce que le théâtre, c'est la base. Et si on intègre ça rapidement, ou un peu, enfin vite ou lentement, mais intégrer les bases, ça peut offrir une belle carrière dans la vape. Mais il faut passer par ce qu'on a déjà la chance d'avoir, de l'expérience en France, en fait.
Je peux juste rebondir 2 minutes. Nous, on a aujourd'hui une vraie structure de production. Donc, on produit pour d'autres. Donc, on a des jeunes qui arrivent chez nous et qu'on essaye d'aider, en tout cas avec ce qu'on a appris il n'y a pas si longtemps, mais qu'on a maintenant appris. Et c'est très agréable, en fait, aussi nous de se challenger avec des jeunes structures et des jeunes fabricants de liquides qui viennent produire chez nous. Et je sais que vous le faites aussi. Et c'est assez chouette. Donc venez nous voir Ouais, avec venez grand nous plaisir. voir. Plutôt moi que lui, évidemment. Plutôt moi que lui. Évidemment. Écoutez, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Donc, c'était Samuel Pesanti de VNS, Charlie Perrault de VDLV et Mathieu Tchernikov de Curieux.